Donc les photons, en voilà un, c'est celui qu'on pense, enfin, c'est à peu près la représentation de ce qu'on peut donner d'un photon. Le photon, c'est le grain de lumière infinitésimal, hein, c'est celui, et on a des yeux qui détectent photon par photon. On a donc des yeux qui sont extrêmement sensibles en fait à la lumière, ce qui est quelque chose qui est un peu paradoxal parce que le photon, c'est vraiment pas gros, hein, c'est pas gros du tout. Alors avec les photons, bien entendu, on peut avoir quand on les met en lumière cohérente, c'est-à-dire quand on les met en cohérence, vous avez les lasers. Alors vous avez l'exemple d'un laser, c'est celui de l'école normale, celui-là. Et donc vous avez des possibilités de viser, hein. Vous savez qu'on calcule très précisément la distance Terre-Lune maintenant avec un faisceau laser. On envoie des photons sur la Lune et on attend le retour et on calcule très exactement, on l'a pratiquement au mètre près maintenant la distance Terre-Lune. Avant, c'était un peu plus compliqué, hein. Posez-vous la question, je parle aux jeunes, là, il y a des trucs intéressants à faire, c'est dites-vous comment est-ce que, grosso modo, les Grecs savaient à peu près la distance Terre-Lune. Vous savez que c'est un miracle la Lune, hein, parce que la Lune, elle couvre exactement le disque solaire. Donc pour faire de la cosmographie, c'est génial, hein. On a une Lune parfaite, c'est-à-dire, pouf, et à partir de là, vous faites un peu de triangulation, et vous allez voir que vous allez être capable de calculer la taille du Soleil, etc., enfin, simplement par des remarques de géométrie élémentaire. Mais c'est grâce au fait que la Lune est pile poil le disque solaire. Pile poil. Alors, l'autre phénomène, qui est un phénomène inverse, c'est le phénomène dit des trous noirs. Celui-là, c'est un trou noir qui vient d'être découvert. C'est le trou noir donc, du NGC 1277, qui a été trouvé dans la constellation de Persée, qui est apparemment un formidable trou noir. Parce qu'on avait d'abord comme théorie des trous noirs, vous savez, c'était la théorie de Hawking. La théorie des trous noirs, c'était qu'en fait, quand vous aviez une étoile qui était suffisamment massive et pas trop grosse, la gravitation était telle qu'au bout d'un certain temps, elle s'effondrait sur elle-même. Et donc, elle disparaissait. Dans le sens que les photons étaient pris par la gravitation, c'est-à-dire que les photons avaient tendance à ne pas pouvoir sortir, c'est-à-dire ils tournaient en rond. Hein, parce que la gravitation, ils ont un poids, les petits photons. Donc, dès que vous les attrapez, ils sont dans une espèce de cuvette et ils ne sortent pas de la cuvette. Hein. C'est ce que dit la mécanique relativiste en particulier. Hein. Nous ne sortons pas de la gravitation du Soleil parce que nous sommes dans la cuvette du Soleil. Le Soleil pèse en quelque sorte sur la géométrie de l'espace et cette géométrie de l'espace fait que dans cette cuvette se balade la Terre et nous avons une petite cuvette dans laquelle se balade la Lune. C'est pour ça que la Lune ne se sauve pas parce qu'elle est prise dans la cuvette. Bon. Et donc là, vous avez en fait un premier élément qui va mettre en doute peut-être la théorie du Big Bang, à savoir ce formidable trou noir qui n'est plus un petit trou noir, mais un énorme trou noir. C'est-à-dire que là, ce n'est pas une étoile qui s'est effondrée et qui a donné en fait une gravitation extrêmement intense sur laquelle on voit évidemment la perturbation qui est autour, parce qu'on ne la voit pas, puisque les photons ne se sauvent pas, donc on ne peut rien voir. Pas de photons, pas de lumière, rien, on ne voit rien. Mais on voit les perturbations autour, c'est-à-dire on voit les étoiles ou les planètes qui peuvent être autour, qui ont des mouvements erratiques. Et alors, il se trouve que celui-ci, qui est un formidable trou noir, qui a été trouvé il n'y a pas très longtemps, il a été trouvé, je crois, il y a à peine un mois, celui-là, il est monstrueux comme trou noir. Et si vous regardez sur Google, vous avez des simulations des mouvements des planètes autour. C'est absolument hystérique, c'est-à-dire elles sont folles, quoi. Et c'est le fait d'avoir trouvé des planètes complètement folles autour, qui s'amusaient à aller dans tous les sens, qu'on s'est dit, mais il y a un truc, quoi. Et donc, ils ont fait une estimation à peu près, il pèserait quelque chose comme 17 milliards de fois la masse de notre Soleil. Ce qui est quand même pas mal. Enfin, je veux dire, le Soleil est déjà assez gros, mais vous imaginez 17 milliards de fois, vous appelez 17 milliards de soleils, d'accord ? Vous voyez le poids que ça va, enfin la masse que ça va représenter. Eh bien, ce petit trou noir pèse à peu près ça. Alors donc le problème, c'est la création, parce que ça ne peut pas être une étoile qui s'est effondrée. Il y a un truc. Donc de nouveau, on est dans les grandes spéculations du point de vue de l'astronomie contemporaine. Qu'est-ce que c'est que la matière noire ? Qu'est-ce que c'est que, comment se fait-il qu'effectivement il y ait une expansion ? Y aura-t-il une rétraction ? Pour le moment, non. L'univers est ouvert, c'est-à-dire il continue à s'étendre. S'étendre dans quoi ? Ne me demandez pas dans quoi, j'en sais rien. C'est une histoire de géométrie. Quelle est la bonne géométrie ? Est-ce que c'est la géométrie d'Einstein qui est la bonne ou pas la bonne ? Tout ça, c'est un vaste sujet. Donc les deux grandes théories donnent lieu à deux équations qui sont très simples. Vous voyez, il faut les mettre sur les t-shirts. Hein. La première, c'est surtout les t-shirts, en général, E égale mc2. Mais la deuxième, un peu moins. C'est plus chic, celle-là.
pour les initiés. C'est E égale H nu. C'est donc l'énergie est en fait proportionnelle, l'énergie de la lumière est proportionnelle à la longueur d'onde, c'est-à-dire à la couleur. Certains types de couleurs vont vous donner plus d'énergie ou moins d'énergie suivant la couleur que vous verrez. Et donc ça fait partie de ce qui a été mis en place par Planck. C'est l'équation de Planck, la deuxième. La première, c'est l'équation d'Einstein, évidemment, comme vous le savez. Et la deuxième équation, donc, est l'équation fondamentale qui donne lieu en fait à ce qu'on appelle la théorie des quanta, puisque si vous sautez d'une longueur d'onde à une autre, eh bien, vous avez un saut d'énergie. Et donc, ce que disait Planck, il disait la nature ne distille pas l'énergie de manière continue, mais elle la distille à gorgée franche, c'est-à-dire il y a des sauts. Et c'est toute l'histoire du changement de regard sur l'univers, puisque jusqu'à cette époque-là, et Planck en parlera à son fils dans une promenade dans la forêt, il dira, tu sais, j'ose pas trop le dire, mais la nature n'a pas l'air d'être ce qu'on pense. Elle a l'air de ne plus être du tout continue. Hein, c'est le fameux adage qui prévalait dans toute la physique jusqu'à ce moment-là, y compris avec Newton. Natura non fecit saltum. La nature ne fait pas de saut. Elle est dans le continu. Alors pourquoi brutalement on devait regarder les choses comme ça? Alors donc, vous voyez, on est en fait dans quelque chose qui va donner lieu à une recherche de plus en plus fine du point de vue des échelles de particules. Et c'est à partir de ce regard des sauts que l'on va pouvoir décrire de plus en plus précisément l'atome. On va pouvoir, à partir de Niels Bohr, Schrödinger, on va les voir un peu tout à l'heure, et bien à partir de là, on va pouvoir entrer de plus en plus grâce à la lumière, parce que tous ces atomes, ils vont rayonner, ils vont donner de la lumière. Et en étudiant cette lumière, avec le fait de l'énergie, donc liant l'énergie à la lumière, on va pouvoir faire une description très précise de ce qui se passe à l'intérieur de la matière, de plus en plus fine. Alors donc vous voyez, vous avez l'atome, hein, l'atome c'est 10 puissance moins 10 mètres, c'est-à-dire 1 sur 1 et 10 zéros. Donc vous voyez, ça fait un morceau très petit. Après, si vous descendez encore à l'intérieur du noyau, à l'intérieur de l'atome au niveau du noyau, hein, imaginez par exemple que le noyau d'un atome soit au sommet de la tour Eiffel, eh bien le premier électron, il va se trouver à Versailles, hein, comme distance. Donc vous voyez, un atome, c'est très vide, hein, très vide. Mais la taille du noyau est donc toute petite, c'est 10 puissance moins 14, donc c'est 1 sur 14, 1 et puis 14 zéros. Puis après, vous entrez à l'intérieur du noyau, vous tombez sur les protons et les neutrons, c'est encore des petits éléments qui sont à l'intérieur, et là, vous tombez sur 10 puissance moins 15, c'est tout petit peu plus petit, vous gagnez un zéro. Puis après, vous descendez encore plus bas, et là, vous retombez sur les personnages des quarks, qui ont été mis en place par un autre prix Nobel, qui s'appelle Gell-Mann, qui était un des piliers de Los Alamos, vous savez, le fameux laboratoire américain de recherche nucléaire. Et donc Gell-Mann a mis en place une théorie qui était une théorie mathématique, hein, essentiellement mathématique, qu'on appelle les quarks. Et donc les quarks, vous êtes à 10 puissance moins 18 avec le fait que certains quarks, vous ne les voyez pas. Ils sont, on appelle confinés. Mais on imagine leur présence. Alors vous avez des quarks, il y a toute une saga des quarks. Il y a les quarks charmés, les quarks up, les quarks down. Donc vous avez toute une nomenclature qui donne une espèce de zoo des quarks, dont on ne sait pas très bien encore si on a épuisé l'ensemble de la nomenclature. Alors, ce qui est le plus spectaculaire avec l'histoire de la lumière, c'est que pourquoi est-ce que la lumière va intervenir dans les deux grandes théories? Tout d'abord, du côté de la mécanique relativiste, c'est-à-dire du côté d'Einstein, elle va intervenir parce que la lumière va donner une contradiction à ce qui était imaginé à l'époque, c'est-à-dire que en fait, tout baignait dans une sorte de jus, de liquide, de substance qu'on appelait l'éther. Pourquoi il fallait imaginer un personnage qui s'appelait l'éther? Eh bien, tout simplement parce que pour finir la mécanique du 19e siècle, il fallait essayer de comprendre pourquoi la Lune avait l'information qu'il ne fallait pas qu'elle aille se promener ailleurs. Comment se fait-il que la Lune savait qu'elle devait rester en orbite autour de la Terre? Et donc, la transmission de la gravitation devait se faire par quelque chose. Et donc, on avait inventé un fluide appelé l'éther. Alors, l'éther, ça remonte très loin parce que c'est dans Platon. C'est les fameux polyèdres réguliers de Platon. Platon avait
avait codifié, vous savez, c'est un bon mathématicien, hein, que nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Hein, c'était marqué en gros sur le lycée. Pas sur celui de Paoli, là. C'est dommage, il faudrait écrire ça. Faire une grande pancarte. Que nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Bon, enfin bref. Et donc, Platon avait donc codifié des polyèdres, c'est-à-dire vous prenez par exemple prenez un cube, prenez un tétraèdre, c'est-à-dire une pyramide, vous prenez un ballon de foot, mais un peu, vous avez lissé, qui part rond, quoi. C'est-à-dire vous avez des dodécaèdres, vous avez les icosaèdres, vous avez, enfin bref. Et il y en avait pile 5. Il avait même demandé à l'un de ses élèves, Timée, il lui avait dit, il faut que tu me trouves tous les polyèdres. Et alors avec les polyèdres, il avait récupéré ces polyèdres, il les avait associés aux éléments élémentaires qui étaient les éléments élémentaires des Grecs, c'est-à-dire l'air, l'eau, la terre, le feu, 4. Puis alors il y en avait un dernier, zut, alors il y en a 5. Alors le dernier, il avait appelé éther. Bon, on va appeler éther. Et cet éther réapparaît brutalement au XIXe siècle en disant, bah oui, ça doit être ça, il doit y avoir une substance supplémentaire qui permet d'expliquer ça. C'était l'idée du tambour, c'est-à-dire vous tapez un endroit du tambour et puis vous avez une onde qui se propage et qui va jusqu'au bout de la plaque de tambour, enfin de la peau de tambour, et qui transfère le son. Idem, pensaient les physiciens, et tous les physiciens disaient que c'était celui qui terminerait avec l'éther. Il aurait d'abord, évidemment, il aurait une reconnaissance éternelle aussi grande que Newton, et ça finirait la mécanique. Pas de chance. On a l'expérience de Michelson et Morley, ces deux-là. Et voilà, Michelson, vous voyez, il est mort en 1931, l'autre est mort en 1923. Et ils ont fait une expérience pour montrer que, imaginons qu'il y ait du l'éther. Alors, si j'envoie de la lumière face à l'éther qui freine en fait la Terre, je vais avoir évidemment de la lumière qui va être freinée. Si je l'envoie dans l'autre côté, puisque l'éther file par là, eh bien, ça va plutôt l'entraîner. Donc, je ne vais pas avoir la même vitesse de la lumière devant et derrière. Et donc, ils montent une expérience. Vous voyez, voilà l'expérience, enfin, elle est schématisée. Donc, voilà l'expérience de Michelson et Morley avec leur mouvement, le mouvement, effectivement, de leur appareil qui envoie de la lumière. Ils doivent regarder, ils regardent, et ils sont capables de détecter la vitesse de la lumière devant et derrière. Et ils s'aperçoivent qu'elle est exactement la même. Donc, la vitesse de la lumière est un invariant. Pour Einstein, c'est un coup de tonnerre. Il dit, bon, donc je vais prendre la vitesse de la lumière comme un invariant, et il va recréer la géométrie de l'espace-temps de cette manière-là. Donc vous voyez, voilà notre cuvette avec le soleil qui est en bas, là-bas. Puis nous sommes dans la petite cuvette, là. Hein, et on tient la Lune. Donc, au lieu d'avoir une géométrie qui soit plate, archi-plate, ou même à 3 dimensions, si vous voulez, qui était ce qu'on pensait Kant, par exemple, si vous lisez la critique de Kant, hein, eh bien, vous apercevez qu'il vous vend, en fait, que l'espace, qui est une donnée immédiate, une première une donnée a priori, ne peut être que plate. Et pas du tout, pas de chance, parce que en fait, la géométrie de l'espace n'est pas du tout une géométrie plate. Il ne faut pas que vous ayez l'impression d'être dans 3 dimensions. Hein. Vous êtes dans un truc très tordu du point de vue des calculs. La géométrie de l'espace-temps est une géométrie qui est étrange. Hein, c'est cette géométrie-là. C'est une géométrie qui avait été mise en place par Lobachevsky, un russe, Riemann, un allemand, et repris en fait par Henri Poincaré, donc notre mathématicien français, à la fin du 19e, début du 20e. Donc voilà Einstein est confronté et c'est un des éléments qui est un des éléments essentiels de la bifurcation qui se passe à la fin du 19e siècle, est confronté à des calculs algébriques, c'est-à-dire des calculs extrêmement sophistiqués, dont vous voyez quelques petits éléments derrière lui. Vous voyez la tête d'Einstein, il a l'air un peu perplexe, hein. Mais il faut dire qu'il est aidé formidablement il est à Princeton, hein, donc il a un stock de matheux sous la main, si je puis dire, qui l'aide à faire les calculs. Il fait donc des calculs qui sont en fait des calculs très compliqués, très très compliqués, et qui sortent en fait donc de cette géométrie, cette nouvelle géométrie qu'il est donc amené à construire. Et donc il est très très ennuyé. Vous voyez, c'est une des blagues qui sort de Princeton. Hein. Donc, ne vous faites pas de soucis. Je parle aux jeunes, là. Si vous avez des soucis avec les mathématiques, si vous saviez comme j'en ai moi, parce qu'il dit, en fait, les miennes sont bien pires. Et c'est vrai que pour Einstein, ça a été une souffrance de faire des calculs qui étaient des calculs extrêmement compliqués du point de vue algébrique.